Bonjour Patrick Czarnecki, Bonjour, vous allez bien? très bien, Je suis merci. aujourd'hui très contente de vous recevoir pour Audience. On va parler aujourd'hui de violence à l'intérieur des entreprises, la façon dont ça fonctionne. On va aussi parler de mots, du sens des mots, parce qu'on emploie souvent des mots comme agression qui peuvent parfois devenir des mots valises. Et Mhm. grâce à vous, parce que vous êtes psychosociologue et parce que vous êtes directeur associé à Alternego, vous avez cette spécialité de ce qu'est réellement un stéréotype, de ce Mhm. qu'est Mhm. réellement, on va découvrir avec vous, je ne connaissais pas ce mot, métastéréotype, Mhm. et on va découvrir, on va aller plus loin aussi sur la microagression. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce Ok, moment. ça Voilà. marche. Donc, alors voilà, donc on va commencer tout simplement. Le lexique au début, qu'est-ce qu'un stéréotype? Alors, un stéréotype, c'est un ensemble d'idées reçues, une collection d'informations que nous associons à un groupe de personnes, quel qu'il soit, et aucun groupe n'est épargné. Hein. C'est totalement inhérent au fonctionnement de notre cerveau, depuis la plus petite enfance, la socioculture, les dessins animés, les médias, la pub, l'école, nos parents font rentrer dans notre cerveau toutes sortes d'idées reçues sur des groupes et vont se construire comme ça dans notre cerveau des catégories. Et à l'intérieur de ces catégories, l'ensemble des informations associées au groupe s'appelle un stéréotype. Voilà, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on emploie souvent ces mots-là et on ne sait plus exactement ce que ça signifie. Et on a à côté, donc j'ai découvert ce mot-là avec vous, une méta-stéréotype. Oui, alors quand on parle de stéréotype, c'est bien l'image d'un groupe, mais Oui, après on a trois catégories. On oui, a ce qu'on appelle l'hétérostéréotype, c'est le mot en fait qu'on utilise basiquement pour décrire l'image qu'on a d'un groupe auquel on n'appartient pas. Par oui, exemple, moi en tant qu'homme, j'ai un hétérostéréotype sur les femmes, d'accord. d'accord, Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autostéréotype, oui, l'image que j'ai de groupe auquel j'appartiens. ok, Moi en tant qu'homme, quelle image j'ai des hommes. ok. Et puis effectivement, il y a le métastéréotype qui est moins Mhm, intuitif, mais qui est très très important pour le sujet qui vous intéresse. mhm. C'est l'image que je me fais du stéréotype que les autres ont envers moi. Oh, Donc, c'est compliqué. non, pas du Ah, tout. un exemple. Par exemple, c'est moi en tant qu'homme, d'après moi, quel est le stéréotype que les femmes ont envers nous les hommes? Ah Voilà. oui, c'est une grille de Et lecture, du coup, ce métastéréotype, il est extrêmement important parce qu'il va conditionner toutes sortes de comportements. bien Si sûr. par exemple, je suis une femme persuadée que dans mon entreprise, les hommes ont une image de nous, les femmes, très très négative, ça va être un frein pour candidater sur un poste, prendre la Oui, parole en réunion. Alors ce métastéréotype, il peut correspondre à la réalité, mais oui. il peut être aussi exagéré ou Fantasmer. fantasmé. Ah, On tout à peut fait. être persuadé, par exemple, que on nous sous-estime par rapport à la valeur réelle que l'on devrait avoir. Mais par contre, ça représente des freins très forts sur la confiance en soi, sur D'accord. la capacité à entreprendre, à prendre la parole, etc. Et ça a un lien direct avec le préjugé? Alors, le préjugé, en fait, c'est une version, c'est l'étape d'après. Hein. Le Mhm. stéréotype, c'est le contenu de la boîte. Oui, Bon. Et le préjugé, c'est la valeur sociale que je vais accorder à la boîte. très bien. Prenons un exemple simple, les Mhm. Chinois sont introvertis, c'est un stéréotype. Ok, Mais vous ne savez pas ce que j'en pense pour autant. d'accord, Parce que vous ne savez pas quelle valeur j'accorde à l'introversion. d'accord. Et cette valeur, elle est très culturelle. Ok. Si maintenant je vous dis j'aime pas les gens introvertis parce qu'ils sont ennuyeux, Oui, vous voyez bien que mon stéréotype donne lieu à un préjugé négatif. complètement. Par contre, si je vous dis j'aime bien les gens introvertis parce qu'ils ne parlent pas à tort et à travers, bah, vous voyez bien que mon stéréotype donne lieu à un préjugé positif. Positif. Voilà. Donc le préjugé, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, très bien. C'est très intéressant de donner du sens aux mots. Euh, c'est inconscient, un stéréotype. Euh, Est-ce qu'on peut, du coup, culpabiliser si on ne sait pas qu'on crée du stéréotype? Comment faire pour changer les choses et ne pas culpabiliser? Alors, en gros, il y a deux grandes catégories. Il y a le stéréotype auquel je ne crois pas parce qu'il rentre dans mon cerveau et auquel cas je peux ne même pas me rendre compte que ce que je dis est un stéréotype, donc je ne peux pas culpabiliser. Voilà. Et puis après, il y a le stéréotype qui va être rationalisé par de la croyance et par de l'idéologie. Hein. Les gens vont vous dire par exemple, ah ben moi je les connais bien dans ce groupe, j'ai vécu là-bas, donc je sais qu'ils sont comme ça. D'accord. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'en général, ils disent la même chose que ceux qui n'ont jamais mis les pieds. Bref. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une rationalisation idéologique pour justifier justement le fait qu'on n'est pas un espèce d'idiot qui colporte une croyance, mais qu'on a bien construit une opinion qui est très personnelle. Bon. Et dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de culpabilité parce que du coup, j'assume ce que je pense. En revanche, oui. ce qui est clair, c'est que la société nous culpabilise Oui. sur le fait d'avoir des stéréotypes et elle a tort de le faire. Ah, parce que ce qui est dommageable, c'est pas d'avoir un stéréotype. Ce qui est dommageable, c'est de l'utiliser de façon abusive. et conscient. Moi, j'ai des stéréotypes sur plein de gens, et Mhm. depuis du fait que je travaille sur le sujet depuis 35 ans, Oui. mais ça n'empêche pas de dormir. Oui. Parce que j'ai conscience que la société a mis dans mon cerveau toutes sortes de croyances sur les femmes, sur les noirs, sur les personnes en situation de handicap. La culpabilité, elle devrait pas être sur le fait d'avoir, mais en revanche, d'utiliser des stéréotypes de façon abusive si je recrute une personne, si je fais un entretien annuel, si je débat d'une promotion. Donc elle peut être une arme.
Donc, à un moment donné, elle peut être une arme pour ceux qui la rationalisent de façon idéologique. Rabaisser une personne sur la base du groupe auquel elle appartient, bien sûr que ça peut être pour certaines personnes mal intentionnées une façon d'enfermer l'autre dans une croyance, sans lui permettre, ou sans se permettre à soi-même d'ailleurs, d'interagir avec la personne en la considérant comme un être humain, mais simplement comme un exemplaire parmi d'autres au sein d'un groupe. D'accord, je comprends très bien. Alors, le sujet qui nous intéresse, c'est les violences faites aux femmes à l'intérieur d'une entreprise. On a justement parlé des stéréotypes. Est-ce qu'ils peuvent engendrer des violences? Les rapports hommes-femmes peuvent-ils être abîmés par ces idées de stéréotypes? Ah bah, ils peuvent être très très abîmés, et puis c'est une des causes majeures. Oui. Et particulièrement d'ailleurs sur la question du genre, puisque ce sont les stéréotypes qui s'inscrivent le plus tôt dans le cerveau des enfants. Ça, c'est extrêmement intéressant, puisque par définition, alors à quelques exceptions près, et puis maintenant on a une définition un peu plus morcelée, mais en gros, on est l'un ou l'autre. Et un enfant est né garçon ou fille. Et aujourd'hui, les expériences en neurosciences sont assez fascinantes, parce qu'on arrive à mesurer l'existence de biais inconscients liés au genre chez des nourrissons avant même qu'ils parlent. On arrive à mesurer que des nourrissons à l'âge de 10 mois devant un écran d'ordinateur sont déjà 30% plus rapides pour associer des visages de femmes à des ustensiles de cuisine et des visages d'hommes à des objets de bricolage. Donc, ces stéréotypes-là sont les plus ancrés, parce qu'ils sont les plus archaïques, parce que ce sont ceux qui définissent en premier notre identité. Avant même la naissance, les parents fantasment déjà la personnalité, eu égard au sexe qu'on décide de connaître à la deuxième échographie du 5e mois. Et donc à partir de là, on choisit la layette. Il y a des études fascinantes qui montrent comment les futurs pères ne touchent pas le ventre de leur femme enceinte de la même façon, en fonction du sexe de l'enfant. Tout cela étant inconscient, évidemment. Bien sûr. Donc, bien sûr que puisque c'est le stéréotype qui s'inscrit en premier, il donne une lecture du monde qui est ultra binarisée. Et c'est bien ça l'enjeu du genre aujourd'hui, et de toutes ces personnes, notamment chez les plus jeunes, qui disent « mais non, je n'ai pas envie d'être mis dans une catégorie ». Associé à quelque chose. Les non-binaires sont des gens qui disent simplement « bah non, je refuse de considérer que mon sexe anatomique détermine mon identité ». D'accord. Et on peut les comprendre, parce qu'en réalité, on peut être tout, allant de très masculin à très féminin. Tout à fait. Si le sexe est binaire, le genre est un continuum, mais exactement comme la couleur de la peau. On dit il y a les blancs, les noirs, mais en fait ça n'existe pas. Il y a toutes les couleurs de peau allant de très noir à très blanc. Oui, tout à fait. Donc oui, ça peut être aujourd'hui une source de violence qui prendra la forme de ce qu'on va plutôt appeler une discrimination, puisqu'en fait, on a dit que le stéréotype pouvait générer un préjugé. L'étape d'après le préjugé, c'est la discrimination. C'est-à-dire comment je mets en acte, verbal ou comportemental d'ailleurs, un préjugé négatif ou positif, parce que la discrimination peut se jouer dans les deux. Donc, à partir du moment où j'ai un comportement de rejet envers une femme, eu égard au fait simplement qu'elle est une femme, je la discrimine, et cette discrimination est une forme de violence évidente. Très bien. Et à quel moment on atteint, est-ce qu'il y a un lien direct avec le mot suivant qui est micro-agression dans les entreprises? Est-ce qu'il y a un lien direct, ou est-ce que c'est une étape d'après dans la façon qu'on a de parler aux gens en fait, dans les entreprises, bien sûr. La microagression est un terme générique qui qualifie toutes sortes de comportements conscients et beaucoup plus souvent inconscients qui peuvent paraître anodins, mais qui en réalité, par un mécanisme de répétition, peuvent générer une forme de mal-être ou de préjudice à la personne. D'accord. La cause de la microagression, elle peut être multiple. Ça peut être lié à l'image que j'ai de la personne, mais pas forcément sur un stéréotype. Ça peut être parce que sa tête ne me revient pas, mais ça peut être pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons qui peut générer des microagressions, ça peut être le préjugé. J'ai un préjugé négatif envers les femmes, je peux avoir un comportement inconscient qui va m'amener à avoir un comportement de rejet, même anodin, en tout cas perçu comme tel, mais qui est bien ancré dans un préjugé. Je vais vous donner un exemple simple, y compris me concernant, alors que je suis très sensibilisé au sujet, par définition. Il n'y a pas si longtemps que ça, je reçois un mail d'une personne dont j'identifie pas l'origine du prénom, mais dans la signature, je vois responsable RH. D'accord. Et dans les 400 mails par jour que l'on traite, je réponds « chère madame ». Et dans la minute, je reçois un mail qui me dit « je suis un homme ». Parce que les RH sont souvent... Alors, est-ce que c'est une microagression? Pas vraiment, parce que là, j'ai juste confondu. Néanmoins, vous voyez bien que mon cerveau m'a tout de suite dit RH égale femme. Et donc, j'ai répondu « chère madame ».
pour cette personne-là, ça peut être effectivement si c'est tout le temps, Oui. vous voyez, si c'est dans la répétition, si c'est tous Mmh. les jours. C'est ça le principe de la microagression. C'est qu'elle devient problématique essentiellement par des phénomènes de répétition. Et on est dans le harcèlement? Non, on n'est pas dans le harcèlement parce qu'il n'y a pas forcément une volonté de nuire à D'accord, la personne. C'est toute d'accord. la différence. Oui. Et c'est bien ce qui est compliqué à faire entendre, Mmh. c'est qu'il y a un préjudice, mais qui n'est pas forcément Mmh. instrumentalisé. Oui. Mais par exemple, quand vous faites monter sur scène, moi je l'ai vécu 100 fois, quand un collègue fait monter, une personne pour qui je vais faire une conférence, fait monter des collègues sur scène, Mmh. vous remarquerez que quand c'est un homme, on le fait monter par son nom et son prénom. Quand Ah c'est oui, une femme, c'est souvent que le prénom. tout à fait, On dit Mathilde, veuillez bien nous rejoindre. tout à fait. Bon, bah, on est sur une forme de microagression parce que ça D'accord. veut dire qu'on est sur une forme de dévalorisation de la personne Bien parce que sûr, la femme, on l'a réduit à son prénom bien sûr. sans mentionner son nom de famille alors qu'on le fait avec un homme. Alors, probablement qu'il y a des tas de gens qui aujourd'hui ont les cheveux qui se dressent sur la tête quand ils Oui. entendent dire que ça c'est une agression, Oui. parce que ça peut paraître, et si on le met dans une perspective historique, évidemment que c'est un comportement qui paraît extrêmement banal, Mmh. euh, mais ça ne veut pas dire que ça l'est, ça veut dire que ça a été considéré Comme, comme banal. voilà. Le mouvement qui est en train de Oui, s'amorcer, c'est de dire, bah non, en fait, oui, non. oui, Oui, j'acceptais il y a 10 ans qu'on me dise cocotte, poulette, oui, ou bien ma belle, vous voyez oui, cette expression, c'est vrai, c'est intéressant. c'est vrai. Jamais on dirait à un collègue mon beau, Mon beau, non. non. Mais on dit ma belle. Oui, Ça veut dire qu'on ramène la femme oui, à juste son enveloppe corporelle et mmh, au fait qu'elle est un objet physique, oui, ce qui est une forme de déni de tout ce qu'elle est autre bien sûr. que son physique. Bien sûr, dans cette microagression, il y a un autre exemple que je voulais voir avec vous, quand même, quelqu'un qui aurait demandé une promotion. C'est déjà compliqué pour une femme d'oser demander une promotion, elle ose. Mais elle a fait une erreur dans un dossier il y a 5 ans. Et le patron, de façon consciente, lui dit, bah, comme vous avez fait une erreur dans ce dossier, peut-être qu'on va revoir ça à demain. Mm. Est-ce que ça, c'est donc une microagression, une agression directe, un préjugé, un jugement facile? Ah, en fait, ça dépend complètement de Voilà, est-ce qu'il le ferait est-ce qu'il le ferait pareil si c'était un homme. voilà. En fait, le réflexe, Ouais. toujours, moi, dans les formations, c'est ce que je dis, la question à vous poser, c'est et si. Oui, Vous lisez le CV d'une femme, vous vous dites, oh, là, vous vous dire et si. oui, J'essaie de me dire, allez, oui, en fait, oui, c'est un homme. oui. Est-ce que je penserais la même chose? Mhm. Si on fait ce boulot, on a déjà fait 80% du travail. Voilà, très bien. Si cette personne, ça c'est ce qu'on appelle, Mhm. l'exemple que vous décrivez, c'est la mécanique de la casserole. On sait Oui. très bien que dans les entreprises, les comportements négatifs étant souvent plus rares, Mhm. bah, c'est ceux qu'on garde en fait. Mhm. Et en fait, on continue à dire, tu te rappelles, c'est pas lui Oui. qui il y a 3 ans nous a planté sur le dossier, je sais pas quoi. Voilà, tout à fait. J'ai beau réussir 90% de mes missions depuis, Oui. ce truc va rester. C'est ce qu'on Mhm. appelle la La casserole. casserole, d'accord. Si tout le monde le fait, et si on Oui. n'a pas d'outils RH Mhm. pour évaluer de façon objective sur la base d'une grille, Mhm. si je le fais avec n'importe qui, c'est Mhm. pas bien, Oui. mais c'est pas discriminatoire. Vous voyez, D'accord, d'accord. c'est préjudiciable à important. tout le monde. Ouais. Par contre, si je le fais plus quand Ouais. les gens ont plus de 50 ans, quand ce sont des femmes ou quand ils ont un handicap, Mhm. là on est véritablement sur de la discrimination. On vous parliez de la RH, justement. Les entreprises aujourd'hui ont vraiment pris le pas pour essayer d'être toutes sous aucun reproche, avec vraiment une idée d'humaniser avec le RSE et compagnie. Donc, les solutions, quelles sont les solutions que vous pouvez donner? Est-ce qu'il faut une RH avec un sens de l'écoute très fort quand une femme vient se plaindre d'une microagression? Est-ce qu'on peut l'entendre ou simplement dire oh, ça va aller, c'est rien? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter en dehors de la RH, les Alors, managériales ou... en fait, tout cela ne fonctionne que si on est sur un accompagnement qui est systémique et surtout qui est consonant. Hein. Moi, ce que je dis perpétuellement aux entreprises que j'accompagne, c'est euh, à la limite, peu importe ce qu'on met en place, ce qui compte, c'est que les actions qu'on met en place soient consonantes entre elles. Voilà. Et la consonance, c'est qu'est-ce que je fais au niveau de la gouvernance, des outils RH, du modèle managérial et de la communication. Ça, c'est les 4 niveaux d'action du système. Et après, il y a les actions sur les personnes. Mais le premier niveau d'action, c'est le système. Le système, c'est quoi? C'est avoir une vision et un discours porté par les dirigeants, mais pour de vrai. Ouais, voilà. D'accord? Oui. Pas une sorte de diversity washing pour dire c'est à la mode, il faut le faire pour attirer des talents. Donc il faut que ce soit incarné. Et franchement, quand ça ne l'est pas, on s'en rend compte très vite. Donc ça ne marche pas longtemps. Deuxièmement, vous le dites très bien, il faut des outils RH qui permettent d'objectiver comment je recrute, comment je source, comment j'évalue. Est-ce que j'ai un dispositif d'écoute? Est-ce qu'effectivement, je sens que je peux appeler cette hotline pour dire bah, j'en ai marre, à chaque fois que je suis avec ce collègue, il ne me regarde pas dans les yeux, mais dans le corsage. Vous voyez? Très bien. C'est compliqué à dire. Oui, bien sûr. C'est très compliqué. Parce que, après, vous voyez bien que cette femme, elle est très mal à l'aise, elle, Sidon. Mais
qu'est-ce que je vais prendre en retour? Que je Oui, suis prétentieuse, tout à fait. est-ce que je suis pas une menteuse? Est-ce que un jour il m'a rabroué, donc est-ce que je dis ça? Donc c'est très Oui, et puis compliqué. d'être une femme à problème. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour que cette parole elle soit libérée, Mhm, d'accord? mhm. Au niveau du modèle managérial, Oui. évidemment qu'il faut former les managers au sexisme ordinaire, leur expliquer toutes ces choses. Mhm. Et quand on le fait, alors il y a ceux qui sont bien intentionnés, qui tombent de l'armoire, mais de très haute armoire, hein, Ah oui. et qui disent oh là là, j'aurais jamais cru que. Ouais. Et puis il y a ceux, évidemment, ils sont très minoritaires et ils sont de plus en plus minoritaires, mais qui continuent à dire mais ça va, quoi. Ouais. Avec cette fameuse expression très très drôle, hein, il n'y a pas mort d'homme. Oui, c'est incroyable Non, il n'y a ça. pas mort d'homme, il y a mort de Tout femme à fait. éventuellement, mais il n'y a pas Tout mort à d'homme. fait. Bon. Tout à fait. Et puis la com. La Oui. com, c'est le lubrifiant qu'on va mettre dans tout le système. Mhm. Comment je mets les hommes et les femmes dans les visuels, comment je fais attention aux mots qu'on va utiliser. Les mots Oui. sont extrêmement Ah, importants. c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Absolument. Les Mhm. mots ne sont pas que des vecteurs de communication. Oui. Les mots traduisent la culture Mhm. dans laquelle on est. Mhm. Et quand un mot n'existe pas, ça veut dire que le concept n'existe pas. Mhm. Et c'est ça qui est très très important à faire comprendre. Mhm. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent mais c'est pas grave de dire qu'une femme est directeur. Oui. Bah si, Ben, si. Parce que d'abord le mot existe, c'est oui. directrice. Directrice. Et puis surtout, ça veut dire que si on ne l'utilise pas, Mhm. dans l'inconscient collectif, le concept même Mhm. d'être une personne qui dirige quand on est une femme n'existe pas. Ah ouais, tout à fait. Donc les mots sont extrêmement importants. Ça, c'est les actions au niveau du système. Mhm. Et puis après, l'action qu'on peut avoir sur les acteurs et les actrices, c'est-à-dire sur les gens, Mhm. c'est justement ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de la culpabilité d'avoir des stéréotypes, de Mhm. façon à accepter qu'on en a, Oui, et ensuite travailler sur la responsabilité que j'ai à ne pas les utiliser. très bien. Donc, on ne va pas travailler sur le contenu. Oui, On ne va pas dire aux gens, vous avez tort de penser que les oui, Allemands sont comme ça. bien Parce sûr. que c'est comme ça. C'est l'histoire de mon cerveau, de ma culture. Mhm. Par contre, on peut lui donner des pare-feux Mhm. pour ne pas utiliser ce stéréotype dans une situation donnée. Ok, très bien. Donc le sujet, c'est pas de changer d'avis sur les... On peut changer d'avis sur les femmes. Mhm. Et ça, c'est le temps sociétal, c'est le temps long. Oui, Mais là, demain, oui. quand moi je forme un recruteur, Mhm. comment, et qui aurait ces stéréotypes-là, que les femmes manquent de leadership, ou voilà, comment je fais pour que dès le lendemain, Mhm. il puisse se mettre dans des conditions où il va bloquer son cerveau Mhm. pour ne pas que son cerveau lui envoie cette pensée automatique que pour diriger une équipe de 40 bonhommes, ça ne va pas le faire. Ah oui. Et là, on a des outils Mhm. qui nous permettent, on a identifié des facteurs Mhm. qui nous permettent d'aider la personne à être dans une posture d'une évaluation rationnelle Mhm. et non pas dans la pensée automatique Voilà. des stéréotypes. Arriver à penser contre soi-même, contre ce qu'on a pu apprendre, Ouais, contre se un mettre déterminisme un peu. C'est se mettre dans des conditions. Oui, Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Toutes les études le montrent depuis très longtemps, la fatigue est un facteur de risque. Parce que ok, quand vous êtes fatigué, bien sûr. votre cerveau, il est comme votre iPhone, hein, il a Il 20% bug. de batterie. Bon. Et quand je dois prendre une décision avec 20% de batterie, bah, j'utilise la partie de mon cerveau qui est la plus économique, c'est-à-dire mes croyances. Mhm. Donc, si je fais un entretien ou si je fais passer un entretien d'embauche à 19h, Ouais. eh ben, mécaniquement, je suis beaucoup plus en risque de discriminer qu'en le faisant à 9h30 le matin. Donc, c'est tout bête, mais de Mais dire aux managers pour les entretiens annuels, aux recruteurs, bah, adaptez vos tâches dans votre journée à votre biorhythme et mettez dans les moments où vous avez le plus d'énergie mentale les tâches qui sont les plus sollicitantes parce qu'il y a un risque d'erreur, Mhm. bah, c'est déjà une réponse. Voilà, c'est pour ça que c'est passionnant et je suis contente que vous ayez accepté cet entretien pour audience parce qu'on a compris le sens des mots et leur importance, leur utilisation et surtout vous parler de conscientiser des choses, les amener au conscient pour arriver à changer un peu nos méthodes et nos façons d'interagir entre humains et C'est ça. la fois d'après, le step d'après entre hommes et femmes dans les entreprises. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Czarneski, à très bientôt. et à très bientôt sur nos ondes. Au revoir. Merci. Au revoir.